bienvenue à cette table ronde à l'occasion de ces journées professionnelles. Alors, dans cette table ronde, nous allons réfléchir en votre compagnie au cadre éthique et juridique et au métier de l'intelligence artificielle, ce qui concerne évidemment les médias, tout ce qu'il y a autour, tous ces métiers autour des médias. Et pour en parler, nous avons invité, en tout cas les organisateurs du CESEM et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont invité Nicolas Becquet, bonjour, qui est journaliste et responsable numérique à l'Echo. Donc lui, il nous donnera un peu le point de vue de ceux qui travaillent dans une industrie mainstream des médias. À ses côtés, Damien Van Acter, fondateur du Lab d'Avanac, qui, lui, depuis pas mal d'années, s'intéresse et travaille dans le digital et dans les contenus numériques. Donc lui pourra nous donner cette vision-là des choses. Et à mes côtés, Tanguy Rosen, qui lui verra le côté peut-être un peu plus sur la régulation et l'aspect juridique des choses. Il représente la Société des auteurs-compositeurs dramatiques, la SACD, où il est juriste. Bienvenue à vous également. Et on excusera aujourd'hui l'absence de Géraldine Weukens, qui est une assistante de recherche à l'UC Louvain, qui n'a pas pu nous rejoindre. Alors, je vais commencer par un rapide tour de table avec chacun pour savoir d'abord quelle est votre utilisation à chacun de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans vos propres métiers. Nicolas Becquet, je commence par vous. Alors déjà on peut dire qu'au quotidien on l'utilise tous puisque tout ce qui est GPS, recommandations sur les réseaux sociaux, il y a déjà une intelligence artificielle invisible, omniprésente, et aujourd'hui c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle dite générative, type ChatGPT, eh bien ça vient dans les différents métiers, à différents étages. Nous, au sein de la presse et dans les médias, ça commence à s'intégrer, on regarde, on observe, on expérimente. Il y a une forme de prudence, évidemment, mais ça va être, par exemple, sur des usages pour aller chercher dans des documents, type PDF, par exemple, des grandes bases de données, pour aller chercher des informations très spécifiques, pour faire de la synthèse, et parfois aussi pour faire de la reformulation, des résumés de textes, ou tout simplement, en fait, des décoctions de textes ou de la correction de textes. Donc, on retrouve dans l'Echo, que ce soit dans la version digitale ou la version papier, des contenus qui sont réalisés grâce à des outils d'intelligence artificielle. Il faut que je fasse très attention à ma réponse, parce que le premier bien qu'on a, c'est la confiance de nos lecteurs, et ça, évidemment, on ne mettra jamais en risque cette confiance. Par contre, dans le processus d'information, du traitement de l'information, surtout de la mise en forme de l'information, on fait appel à des traducteurs, ne serait-ce que pour le néerlandais, pour passer en français. Des outils. C'est des outils qui nous aident à finalement travailler, non pas le contenu en tant que tel, mais plutôt la forme, comme la correction, la traduction ou la synthèse. Mais pour l'instant, il n'y a pas de contenus qui sont évidemment produits par de l'intelligence artificielle directement et sans supervision. On a une charte, on pourra y revenir. On y reviendra, tout à fait. Et vous, Damien Van Acter, est-ce que vous utilisez dans votre travail de tous les jours l'intelligence artificielle, mais disons la nouvelle vague d'intelligence artificielle, pour que ce soit clair pour tout le monde? La version grand public qui est disponible depuis une petite année. Oui, bien sûr, on l'utilise de manière très en apprentissage en fait, par essai et par erreur, avec une série de cautions évidemment à prendre en compte pour ne pas faire pour ne pas nuire en fait. Et c'est principalement ça aujourd'hui qui est, je pense, un des points d'achoppement. C'est d'un point de vue éthique ou moral, si on peut utiliser ces deux expressions-là. Sinon, pour le reste, c'est un formidable terrain de jeu, évidemment. Il y a des expériences à mener qui sont fantastiques, pas tant dans le fait de gagner du temps, parce que c'est souvent ça, si vous regardez un peu LinkedIn, aujourd'hui, c'est rempli de « laisse-moi ton adresse mail et tu auras 50 prompts qui vont te faire gagner 2 ans de travail ou 50 000 €, voire les deux en même temps ». C'est fascinant, tout simplement, de voir le potentiel que la technologie offre aujourd'hui, la technologie qui est grand public. Parce que comme Nicolas le disait, l'intelligence artificielle, en fait, elle est déjà dans nos vies depuis un bon bout de temps. Les réseaux neuronaux sont des choses qui existent depuis très longtemps. Beaucoup de technologies les utilisent. On ne se posait pas la question de savoir comment ça fonctionnait. Et aujourd'hui, l'arrivée de ChatGPT, d'un point de vue grand public, il y a une année, a soulevé un peu le capot
sur une réalité technique qui l'a rendu grand public. Faut pas oublier que ChatGPT, c'est un peu un accident de l'histoire. Hein. Sa sortie grand public, en tout cas il y a un an, c'est le fruit de dissensions internes à l'entreprise, dont on a vu encore il y a quelques jours des rebondissements. La techno était là, elle existait, et puis ce sont deux visions différentes en fait de ce que l'intelligence artificielle peut apporter à nos sociétés, et vraiment d'une manière très j'allais dire la politique, mais au sens noble du terme, la vie de la cité, qui se sont affrontés au sein de cette société-là, qui fait qu'en donné, une partie des employés a pris le dessus et a libéré le monstre. On ne remettra pas le génie dans la bouteille, ça paraît assez clair. Mais donc oui, je l'utilise au quotidien pour plein de choses, pour tester des trucs, expérimenter, être créatif et réussir en donné à trouver du sens à tout ça dans nos métiers. J'aime bien être un peu pragmatique. Le dernier emploi de l'intelligence artificielle qui était le vôtre, c'est lequel? Qu'est-ce que vous venez de découvrir? Alors, que je viens de découvrir, ça, c'est des choses un peu au quotidien. Dernier usage, réellement, je m'amuse à faire des petites vidéos chopées vraiment sur le terrain, en vertical, un peu dans les codes d'aujourd'hui, mais j'en extrais de manière automatique le son, je le fais analyser, l'améliorer, le transcrire, le traduire, en faire un article qui est le plus précis possible avec les mots pour que le référencement soit le meilleur possible. J'ai créé une petite application qui me permet de faire ça à la volée, de voir comment ce genre d'application peut ordonner être mis à disposition de mes clients, de mes partenaires, des gens avec qui je travaille. Et vous, Tanguy Rosen, est-ce que vous l'utilisez dans votre activité de juriste, par exemple? Il m'arrive de l'utiliser, oui, pour des traductions. Je travaille en anglais et en français sur des contrats de cession de droits d'auteur, et donc il m'est arrivé de l'utiliser assez régulièrement pour améliorer une traduction, pour avoir des exemples de clauses plus anglophones. Donc ça, c'est l'essentiel de mon usage, mais j'utilise beaucoup plus DeepL, par exemple, que ChatGPT. Et alors, j'essaie de voir un petit peu aussi par essai-erreur quelles sont les meilleures qualités de traduction, comment peut-on l'améliorer, des choses comme ça. Mais sinon, pour le reste, j'en fais encore un usage assez anecdotique. Tout simplement parce que le droit doit quand même se fonder sur des sources certaines, et ChatGPT, pour le coup, en termes de sources certaines, offre un outil assez aléatoire. Justement, parlons-en de cet aspect-là. Quelle mesure prudente vous pensez qu'il faut prendre par rapport à l'utilisation des sources par ChatGPT ou d'autres? Est-ce que la SACD a des éléments à mettre sur la table en ce qui concerne, par exemple, les droits des auteurs de ces sources? Alors, il y a un enjeu, en fait, qui est transversal et qui touche à la transparence. La transparence va toucher deux éléments. ChatGPT, il y a un aval et un amont. L'amont, c'est la manière dont on a nourri la machine pour qu'elle puisse développer son autonomie de statistique, certes, mais son autonomie de création. Et là, on se rend compte que malheureusement, le génie est sorti de la bouteille et le génie a utilisé des petabytes de données illégales. Il y a d'ailleurs des actions judiciaires entamées aux États-Unis, c'est-à-dire ils ont utilisé des bibliothèques d'auteurs de manière totalement qui était pirate, tout simplement. Et donc là, on a déjà un problème de source. Est-ce que telle œuvre est bien l'œuvre originale que l'auteur a voulu voir distribuée Donc déjà là, il y a un problème sur la question de la transparence de la source qui va se poser. C'est un enjeu qui fait d'ailleurs l'objet de réflexion au sein de l'Union européenne. Le Parlement européen est assez en faveur d'une transparence la plus grande possible. Et puis alors, il y a l'aval, c'est-à-dire l'outil génère un contenu, pour essayer quand même d'avoir un certain contrôle sur ce contenu, plusieurs personnes se font l'avocate d'une transparence aussi sur le contenu et un sourçage des données pour éviter des dérapages. Et on a vu il y a quelques jours un dérapage ou une action, en tout cas une menace d'action en Australie, d'une personne qui souhaitait assigner OpenAI pour diffamation. La société mère de ChatGPT. La société mère de ChatGPT pour diffamation, puisque celle-ci avait relayé
son algorithme avait relayé une information qui était totalement fausse. Donc là, vraiment, la question de la transparence des sources devrait permettre, en tout cas, c'est un des éléments qui devrait permettre de responsabiliser un peu mieux la partie plus commerciale des actionnaires de OpenAI, puisque le combat oppose vraiment une philosophie d'émancipation et d'amélioration de notre vie en société contre une philosophie qui est franchement plus économique et donc qui ouvre les vannes d'une manière beaucoup plus aléatoire et dangereuse pour la société. On a l'impression de revivre le début d'Internet quand on a ce genre de discussion. Nicolas Becquet. Oui, mais peut-être qu'une erreur est de prendre ChatGPT pour un moteur de recherche. Parce qu'il faut rappeler, en fait, il y a des sources et il y a une production de vraisemblable. Quelque chose qui a l'air cohérent, basé sur des sources qui existent, mais il y a une recomposition dans le vraisemblable. Ce ne sont pas des faits. C'est très convaincant parce que c'est très bien écrit, mais c'est un moteur de langage, c'est-à-dire qu'il recompose du langage à la manière d'eux. Et donc, effectivement, il va puiser dans des sources, mais il va chercher surtout des modèles, des façons d'amener, d'argumenter, de parler, des tons différents. C'est pas une fusion de ces deux utilisations que, justement, on peut s'adresser à un même type de moteur qui fait à la fois la recherche de la collection complète de ce qui existe sur un sujet et aussi qui peut déjà écrire une réponse à la manière d'eux. Demain peut-être, mais aujourd'hui on n'y est pas en fait. Et sous les problèmes soulevés sur les sources, comment elles sont traitées, est-ce qu'elles sont complètes ou pas. Donc il y a quand même une ambiguïté aujourd'hui et c'est pour ça que c'est plutôt un outil de traitement du langage très très performant qu'un moteur de recherche où on va chercher des faits. En tout cas c'est... Nicolas Becquet, comment fait-on à l'écho justement? Parce qu'il y a deux phases à ça. Est-ce que l'écho est une source, dont ChatGPT aujourd'hui ou d'autres? Et puis deuxièmement, vous, comment est-ce que vous vérifiez les sources d'un texte qui était amélioré par ChatGPT? Alors certainement, sans doute que des articles de l'écho ont été pris dans cette base de données, mais quand on sait que Wikipédia nous représente quelques pourcents dans la base de données de ChatGPT, on s'imagine que les médias représentent une part infime. Mais ici, il y a une décision qui a été prise de bloquer l'accès de ChatGPT aux médias et donc à nos archives. Je dirais que bon, on l'a fait tard et c'est déjà fait. Parce qu'on estime que le contenu qu'on produit a une valeur et a engagé de l'argent dans l'investissement, un capital intellectuel qui n'implique pas une gratuité, en tout cas une disposition ou une disponibilité au plus grand nombre. Après, il y a aussi, ça c'est un réflexe, je dirais, que la majorité des médias ont pris, c'est de se protéger en attendant de savoir ce qui va se passer, puisqu'il y a effectivement le précédent des moteurs de recherche, où on a ouvert les vannes à Google pendant plus d'une dizaine d'années, et aujourd'hui on est en train de chercher des contrats, des rétributions justement sur la valeur qui est créée. Après, ça pose des questions aussi démocratiques, c'est-à-dire que si tous les médias ferment leur contenu à ces outils, eh bien ça veut dire que qu'est-ce qu'on va retrouver dans les réponses? Quel est le degré de qualité, mais aussi la diversité de l'information. C'est des vraies questions qui se posent et on n'a pas encore les réponses, mais il peut y avoir des effets très importants. Est-ce que cela, Damien Van Acter, est-ce qu'il n'y a pas un risque là justement de disparaître complètement pour les médias s'ils disparaissent de ChatGPT? Mais c'est parce qu'on aborde le problème avec un prisme qui est celui des producteurs de contenu et comment on peut valoriser nos contenus. On sait beaucoup de moteurs et beaucoup d'intelligence artificielle ont d'abord été entraînés par des petites mains, par des humains, à qui on micro-manageait des tâches, de distinguer si c'était un chien ou un chat, et ce, ad nauseam, sur des millions de photos. On a entraîné l'intelligence artificielle de cette façon-là. Et comme disait Nicolas, l'intelligence artificielle, elle ne produit des réponses qui sont ni vraies ni fausses. Elle ne cherche pas la vérité ou à tromper. Ce qui est assez intéressant dans cette façon-là d'aborder les choses, en se disant le raffinement par l'humain, et ça fait d'ailleurs partie des processus d'amélioration de l'intelligence artificielle. Je sais qu'il y a un humain à un moment donné qui vient rajouter une couche humaine justement au-dessus de ces réponses-là. C'est qu'on en arrive à un point aujourd'hui où, comme Wikipédia, on pourrait tout à fait imaginer que les médias se disent oui, on va bloquer peut-être ChatGPT. Par contre, rien ne nous empêche aujourd'hui de délimiter une base d'articles dans lesquels nous vérifions la qualité des contenus et de créer nos propres ChatGPT pour qu'on puisse interroger cette base de données-là sur une thématique. Prenons le Proche-Orient, si on n'en prend qu'une parmi
des centaines d'autres, où les sources sont conscrites et où on sait qu'a priori, les informations ont été validées, les faits ont été checkés, etc. C'est une des pistes qu'on peut prendre. Aller à l'encontre de la technologie. La technologie, on ne va pas dire qu'elle est agnostique, parce que ce n'est pas vrai. Ceux qui l'ont créée, quand on voit leur pédigré, quand on voit d'où ils viennent, quand on voit leurs intentions politiques et économiques, ce n'est pas agnostique. Il faut en avoir conscience. Par contre, l'usage qu'on va en faire, la façon dans laquelle on va les mettre au service du public, et en tant que journaliste, en tant que média, en tant que producteur de contenu, en tant que pédagogue aussi, ce sont des choses auxquelles immanquablement on est amené à réfléchir. Autant s'en emparer, parce que si on cherche avec nos deux mains à retenir la vague, à un moment donné on va se retourner, on va se rendre compte qu'elle est passée et qu'on est tout seul avec nos deux mains comme ça. Donc, autant s'en emparer. C'est la même bataille qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux et qui n'est pas nouvelle. C'est-à-dire quelle est la visibilité des médias au sein d'un flot d'informations ininterrompu et comment on surnage. On est visible et donc on peut être utile ou pas. Et ça va aller encore plus vite parce que là, on ne va pas prendre 10 ans pour savoir comment être présent en ligne. Effectivement, de plus en plus vite. Et justement, Tanguy Rosen, quand on parle de fondation ou de comment l'Europe peut jouer un rôle, comment la Belgique peut jouer un rôle, et la communauté française peut descendre à tous les niveaux, est-ce que le droit va assez vite dans ces cas-là ? Il n'a jamais été assez vite, assez rapide. Hein. Il a fallu attendre entre l'arrivée commercial d'Internet en Europe qui remonte quoi, à 93, 94, quelque chose comme ça. Il a fallu attendre 2001 pour qu'il y ait une directive européenne qui régule une partie, en tout cas, du droit d'auteur sur Internet. Les réseaux sociaux sont apparus plus ou moins en 2005, 2006, 2007 avec l'apparition de Facebook. Il a fallu attendre 2019 pour avoir un nouveau dispositif de droit européen qui régule un peu mieux les questions de droit d'auteur par rapport aux réseaux sociaux. Ici, la machine s'est encore plus rapidement emballée. Hein, entre il y a un an et aujourd'hui, on voit vraiment que l'intelligence artificielle participe à cette accélération des technologies. L'Europe, là, pour le moment, en tout cas, timidement, tente une aventure de régulation, en avance d'ailleurs sur les États-Unis, sur notamment les questions de transparence, non pas seulement de droit d'auteur, mais transparence de manière, comme je disais, transversale. Et peut-être aboutirons-nous à un texte avant la fin de la législature européenne, c'est-à-dire dans les quelques mois qui vont venir. Ça, c'est le premier aspect où, là, le droit... Je pense que les politiques se rendent compte qu'il y a un immense enjeu. Ils ont commencé peut-être à apprendre d'Internet, des réseaux sociaux, pour se dire que là, c'est les réseaux sociaux puissance 4.0 aujourd'hui, 5.0 demain, avec une bascule. On annonce que la prochaine version de ChatGPT est renversante, ce qui a d'ailleurs sans doute provoqué tous les travers. Enfin, il y a aussi beaucoup de storytelling là-dedans, hein, tous les travers qu'ont connus les dirigeants. On parle ici de Sam Altman qui était viré et puis qui était récupéré. Donc, et Damien a bien traduit la ligne de fracture entre une partie du conseil d'administration et l'autre. Donc, entre Microsoft. Il n'est pas impossible qu'il y ait une partie du conseil d'administration quitte et travaille, là je quitte l'aspect juridique, vers des outils d'intelligence artificielle qui se fondent sur des sources fiables. Et ça répond exactement... C'est aussi le souci du juriste en fait. Parce que moi je rêverais, malheureusement pour les futurs stagiaires que je n'engagerai pas, de pouvoir aider nos auteurs à avoir une base de données fiable d'informations sur le nouveau statut social des artistes, avec le statut fiscal et le droit d'auteur, utiliser un tel outil pour permettre de leur apporter une réponse qui soit fiable et à tout le moins qui soit fondée sur des sources fiables. C'est le rêve de tout professionnel aujourd'hui qui se doit d'être garant d'un contenu. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Imaginez. Il est vraisemblable que des chercheurs vont imaginer des outils d'intelligence artificielle qui permettent de garantir cela, c'est-à-dire des sources qui soient fiables. L'autre élément, je trouve important, et je me permets de poursuivre mon raisonnement, il y a l'aspect régulation et puis il y a l'aspect éducation média, parce que somme toute, ici, nous sommes dans le cadre d'une éducation média. Et c'est vrai que là, il y a un enjeu, je n'ai pas participé aux différents ateliers qui se sont tenus, de bien insister sur le fait que ChatGPT ne reflète pas la réalité. Comme disait un intervenant en Angleterre il y a quelque temps d'une société de gestion collective, ChatGPT est dans une version un peu hallucinatoire de la réalité. Il ne fait que prendre des données et en ressortir quelque chose qui se rapproche ou pas de la réalité, mais ça reste quand même assez fictionnel.
C'est ce que disait Damien Van Acter, en disant c'est pas la vérité, hein, ce sont des éléments. Mais je voudrais avoir aussi le point de vue du côté des auteurs, parce que là on a entendu les médias, ceux qui font les producteurs de contenu, mais les auteurs en tant que tels doivent refuser d'entrer dans cette base de données, ou est-ce qu'ils doivent juste monnayer leur entrée dans cette base? Alors, oui, c'est un enjeu, la directive de 2019, qui anticipait déjà en sous-marin l'arrivée de l'utilisation de l'intelligence artificielle, a prévu la possibilité pour les auteurs, les ayants droit, de faire ce qu'on appelle un opt-out. C'est dire, nous refusons que nos contenus puissent faire l'objet de fouilles de texte. En gros, les fouilles de texte, ChatGPT, c'est juste digérer de la matière pour la ressortir. Simplement, on se rend compte que dans la réalité, c'est très complexe à faire. Ça veut dire qu'il faut taguer chacune des œuvres, chacune des bases de données. Il y a déjà des œuvres qui sont déjà perdues puisqu'elles ont été intégrées dans la machine. Donc là, la tendance de l'opt-out pourra se faire sur des œuvres particulière ou peut-être dans le futur si on utilise les bons outils technologiques. La tendance actuelle, l'autre tendance actuelle est de dire soyons très pragmatiques. Comme la copie privée dans les années 80, on pouvait faire avec sa petite cassette des copies, des CD ou des disques loués à la médiathèque. Mettons en place un système de gestion collective par la perception d'une rémunération pour l'utilisation en aval, non, en amont plutôt. C'est pas taxé, parce que la copie privée, ça n'est pas une taxe, c'est de dire, vous avez utilisé des œuvres, bien, comme quiconque utilise des œuvres, ils doivent rémunérer les ayants droit. De nouveau, ça c'est la vague. Et puis alors, il y a la création, où là, les enjeux sont assez renversants, et on l'a vu au travers des grèves des scénaristes aux États-Unis et des acteurs. Quelle est la part? Est-ce qu'on va leur imposer d'utiliser l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on va leur imposer de voir leur image, leur voix, leur son utiliser l'intelligence artificielle? Quelle régulation va-t-on mettre en place pour permettre d'utiliser un outil qui a des ressources fantastiques, on est bien d'accord, mais qui dans le même temps est susceptible de détruire des emplois, ce qui est déjà le cas aujourd'hui pour des photographes, pour des traducteurs, pour une série de professions qui voient l'arrivée de ChatGPT en vraiment affecter, remettre en question leur travail. J'écoutais sur France Inter hier une traductrice, c'était une émission qui était consacrée à la première année de ChatGPT, elle disait « Moi j'ai commencé à enseigner en septembre 2022, je ne savais pas que la chose existait. ChatGPT est arrivé, je ne sais pas, est-ce que je dois encore enseigner à des traducteurs qui risquent de ne pas retrouver un emploi demain à cause de l'intelligence artificielle? » C'est des enjeux qui sont incroyables, évidemment. Peut-être leur apprendre à utiliser ChatGPT pour faire mieux leur métier. Oui, mais alors ça veut dire c'est de nouveau élaborer la manière d'apprendre. La manière d'apprendre, ce premier point. Et puis alors il y a un point qui est l'aspect économique. Il y a l'aspect droit moral, droit d'exploitation, et puis un aspect économique. C'est qu'un grand nombre d'auteurs, un grand nombre de photographes, un grand nombre de traducteurs, un grand nombre de graphistes travaillent pour, je dirais, subvenir à leurs besoins. C'est-à-dire faire rentrer de l'argent pour leur permettre de réaliser des créations. C'est leur travail quotidien. Voilà. Eh bien, un grand nombre de ces personnes n'ont plus de boulot. Donc, du jour au lendemain, il y a des sources de rémunération qui disparaissent, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus se consacrer tous et toutes leur temps à créer des œuvres qui sont des œuvres de qualité, des œuvres de répertoire. Et ça, c'est un enjeu qui est interpellant pour un grand nombre des auteurs et des autrices de notre société. Oui, donc ça, on voit tout de suite l'effet que ça peut avoir sur la disparition de certains métiers. Vous l'avez déjà constaté, comme le disait Tanguy Rosen, Damien Van Acter. C'est surtout sur la création de nouveaux métiers. Oui, il y a aussi son nouveau métier. Sur la disparition, oui, bien sûr. Évidemment, c'est interpellant. Évidemment, ça pose question. Je parlais des petites mains qui ont entraîné les intelligences artificielles au début. Malheureusement, les processus créatifs, c'est toujours un peu de l'emprunt de gauche, de droite. Réellement, la création pure, c'est quelque chose... Enfin, je ne suis pas artiste, et donc je ne me mettrai évidemment pas dans leur godasse, je ne peux pas le savoir. Je vois bien, par contre, effectivement, la détresse qu'il peut y avoir de dire, mais est-ce que mon métier aura encore du sens? En tant que journaliste, on se pose la question aussi, puisque remplir Internet de contenus numériques qu'on n'a pas produits, mais qui ont été piochés à gauche, à droite, c'est aujourd'hui tout à fait faisable. La législation va toujours moins rapidement, tant qu'il disait bien, que le code informatique. C'est vain de vouloir courir après. Par contre, effectivement, il y aura à un moment donné une forme de régulation qui va se mettre en place, généralement en allant taper là où ça fait mal, c'est-à-dire dans le portefeuille de ces grandes entreprises-là,
ChatGPT et toutes les autres, parce qu'il y en a un paquet, génèrent énormément d'argent grâce à ça. En donné, c'est grâce à une forme de régulation qu'il y aura un mouvement de balancier qui va se faire. N'oublions quand même pas qu'au niveau européen, Emmanuel Macron fait partie de ceux-là, aurait plutôt tendance à dire aujourd'hui, ah oui, attention, si on loupe le train de l'IA aujourd'hui, on va avoir exactement ce qui s'est passé avant. On n'aura pas de champion européen de l'IA. Donc, réguler, oui, mais pas trop vite, s'il vous plaît, quand même. Et c'est tentant, évidemment, parce que les sommes en jeu sont colossales. Il faudra qu'il y ait une régulation. Il faudra aussi trouver un juste milieu pour que les entrepreneurs, parce qu'il n'y a pas que les chercheurs qui sont capables de trouver des bons usages et des bonnes nouvelles manières de l'utiliser. Il y a aussi des entrepreneurs. On est dans un lieu ici qui est rempli d'entrepreneurs à la Grande Poste à Liège. Partout en Belgique se pose cette question de comment on crée des jobs avec ça, comment on crée de l'emploi. Et pour la petite anecdote, moi, la dernière fois que j'ai utilisé ChatGPT réellement, c'était avec une de mes enfants qui a 14 ans, elle avait un devoir à faire à l'école, elle devait créer une affiche à la manière de, créer du texte qu'elle est avec, et elle est venue implicitement me dire je ne pourrais pas utiliser l'IA pour faire ça. Je fais quoi? Je me mets la tête dans le sable, je dis non, sois créative et dessine. Non, on a pris un peu le temps de jouer avec, d'essayer de comprendre comment interroger correctement, parce qu'il ne suffit pas de lâcher une phrase pour avoir une œuvre qui fait « Waouh, génial derrière !» Ça s'apprend, il faut raffiner un peu, l'IA hallucine, donc il y a des trucs qui sont complètement... Et derrière ça, c'est de se poser la question, comment tu délivres ton devoir à la prof derrière? Pour ne pas tromper, on parlait de transparence tout à l'heure, j'ai utilisé tel outil, voilà comment j'y suis arrivé, et comment ça se passe. Et ça, je trouve ça assez fascinant en tant que pédagogue, en tant que papa, en tant qu'adulte, aussi en tant que journaliste, de dire comment on fait œuvre de transparence par rapport à nos audiences pour réussir à ne tromper personne, ne spolier personne et faire ça de la manière la plus intelligente possible. Oui, là c'est intéressant Nicolas Becquet, parce qu'on en vient à ce problème, est-ce qu'il faut dire qu'on utilise ChatGPT? Donc par exemple dans un article, est-ce qu'il faudrait mettre un petit sigle, on a utilisé ChatGPT ou autre, ou Bard ou n'importe quoi, peu importe. Est-ce que ça aiderait à cette transparence? Est-ce que vous avez réfléchi à ça à l'écho, vous en parliez tout à l'heure des piliers, donc il y a une réflexion là-dessus. Oui, donc on a une réflexion globale et qui a été transmise sous forme de charte en 6 piliers. Effectivement, donc on est comme tout le monde, on expérimente, on regarde, on observe, on teste parce qu'il faut, et puis parfois on se dit non, ça n'a pas de sens, ça c'est dangereux, ça fonctionne très bien, et donc on essaie de peser le pour et le contre et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc on a effectivement réfléchi à une charte en 6 points. Le premier point, c'est assez intéressant, c'est les journalistes ont toujours le dernier mot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de production autonome de contenu quel qu'il soit, par une machine qui serait mise en ligne et mise au devant de nos lecteurs. Ça c'est vraiment la base absolue. Le deuxième pilier, c'est justement la transparence. Si on était amené à utiliser l'intelligence artificielle, qui peut prendre beaucoup de formes différentes, eh bien, ça serait labellisé. Je donne un exemple très simple. On travaillait sur un sujet sur le hacking des hôpitaux, et on avait du mal à trouver une photo classique dans les bases de données à laquelle on a accès, qui pourrait illustrer ce phénomène. Eh bien, dans Midjourney, qui est donc une intelligence artificielle basée sur l'image, qui permet de créer, eh bien, on a commencé à faire des tests, à se dire comment on le représenterait, et on a créé cette image. Et très vite, labellisé, cette image a été générée par une intelligence artificielle, par souci de transparence. Je ne cache pas que ça a créé des discussions au sein de la rédaction, parce que c'était un premier test. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut tester pour voir comment on réagit, mais en tout cas, il y aura toujours une labellisation sur la création d'un contenu. Surtout dans le monde du journalisme. Après, ça va assez vite. On n'utilisera jamais d'IA pour du reportage, puisque normalement, c'est de la photo qui se base sur le terrain. Pour des interviews non plus. Qu'est-ce qui reste finalement? Des illustrations qu'on va déjà chercher dans des banques d'images prêtes à l'emploi, type Shutterstock, où on a des mises en scène plus ou moins bien faites, où il y a déjà en fait de l'intelligence artificielle qui est utilisée pour générer des situations, etc. Donc voilà, tout ça pour dire que la transparence est vraiment au cœur de notre réflexion, mais aussi, en anglais ils appellent ça human in the loop, mais c'est-à-dire il y a toujours un humain qui va regarder le résultat, que ce soit d'une traduction, d'une synthèse de texte, etc. Donc, on gardera un emploi. C'est l'humain qui vérifie. La vérification, c'est la base quand même de notre métier de journaliste. Après, on peut élaborer. Quelles sont les missions du journaliste? C'est collecter,
vérifier et transmettre de l'information. C'est ce que fait un ChatGPT. Il y a le deuxième pilier, c'est personnaliser finalement le message en fonction de son audience. C'est ce que fait ChatGPT aussi. Voilà. Et le troisième, c'est, on peut se dire que les médias et la presse sont là aussi pour donner des outils aux citoyens pour prendre des décisions. Qu'est-ce que nous propose aujourd'hui Microsoft avec son outil Copilot, qui va être partout, son outil d'intelligence artificielle? C'est un assistant qui va avoir accès à tous nos contenus. Donc là, on a une base de données plus restreinte, nos mails, notre calendrier, nos productions, et qui va nous donner des conseils, qui va nous accompagner tout au long de la vie. Donc on voit qu'il y a un parallèle justement entre des missions qui sont médiatiques, journalistiques et qui ont une éthique, une déontologie, et puis d'un seul coup, une disruption technologique qui va très très fort, parce qu'ils le font avec des volumes énormes, une rapidité sans précédent et une persuasion complètement folle qui passe par notamment l'hyper-personnalisation, c'est-à-dire que on pose une question et la question est donnée en fonction de la personne que je suis, là où j'habite, qui je suis, l'âge que j'ai, etc. Et voilà. Et donc ça pose vraiment des questions sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je vous ai peut-être coupé dans tous vos piliers. Vous les avez Ah oui, bah si vous les voulez tous, je peux l'avoir. Donc oui. Le troisième pilier, c'est l'IA pour améliorer notre journalisme. Parce qu'on pourrait très rapidement dire, ok, c'est une façon de gagner du temps, de couper dans des effectifs qui font, je sais pas, de la mise en page, de la correction, etc. Donc ça, c'est important. Le deuxième, c'est en gardant un regard critique. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, les IA sont des outils politiques et culturels qui sont configurés. Alors, on se moquait beaucoup du ChatGPT chinois en disant il nous parle jamais de Tiananmen ou des Ouïghours. Mais ok, ça c'est évident. Mais OpenAI et son ChatGPT a mis énormément de restrictions sur est-ce qu'on peut faire. On peut pas demander un éloge d'Hitler à ChatGPT, ce qui est très bien de notre point de vue culturel, etc. Parce que ça ne se fait pas. Mais il y a toute on peut pas parler religion non plus. Hein. Comment on peut pas parler religion, sexisme, violence. Donc il y a des garde-fous qui sont bienvenus, mais pour dire c'est pas un outil agnostique, c'est pas quelque chose qui détiendrait une certaine vérité. Mais voilà. Donc en tout cas il y a ce regard critique. Le cinquième point, c'est en respectant toujours la vie privée, la sécurité et le droit d'auteur. C'est pour ça qu'on, dans les projets, dans les expérimentations, eh bien, on essaie de travailler sur notre propre base de données, c'est-à-dire les articles, nos archives, pour avoir une base déjà solide du point de vue des faits, mais aussi certaine d'un point de vue juridique. Et le dernier, le sixième point, c'est un souci constant pour la formation aux outils, pour la compréhension. Parce que si on ne les comprend pas, on les utilise mal. Et c'est aussi pas seulement en tant qu'utilisateur, mais en tant que journaliste, c'est de comprendre quelle est la révolution, qu'est-ce que impliquent ces intelligences artificielles dans notre quotidien, dans notre enseignement, dans notre économie, en politique, les fake news. Et donc, on doit garder cet esprit comme l'intelligence artificielle, un objet journalistique à part entière qu'on doit étudier. Alors justement, Damien Van Actay, quand vous entendez ça, cette charte, peut-être une bonne idée à appliquer. Est-ce que l'autorégulation par les producteurs de contenu, est-ce que ça suffit? Probablement pas. Probablement pas. On vit pas à Bisounours-land, hein, c'est évident. Mais Nico a raison. Je pense que c'est pas plus tard qu'hier. Il y a une proposition de loi au Brésil qui a passé la rampe du Parlement, qui a été votée en tant que telle et qui a été générée par une IA. Et son auteur l'a explicitement dit pour provoquer le débat. Faut pas se leurrer. Tout à l'heure, on parlait du génie qui ne remettra pas dans la bouteille. Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui perçoivent aussi le fait que les étudiants utilisent les outils. Et on a tous été étudiants, on sait très bien que s'il y a moyen de rabioter du temps et de filouter, on le fera. C'est une manière assez géniale de pouvoir le faire. C'est pas vu, pas pris. Ok. L'enjeu, il est probablement là. La connaissance n'a jamais été aussi accessible. Et les moteurs de recherche ont été sans doute cette première vague d'accessibilité de l'information. Demandez à des gamins aujourd'hui comment ils s'informent. La grande majorité, les derniers chiffres montrent que YouTube est quand même un lieu incroyablement fertile pour ça. Comment s'emparer de ces outils-là pour rendre la connaissance non seulement accessible, mais aussi pour faire en sorte que ce ne soit pas des fake news qui soient dedans. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si les médias avaient eux-mêmes la capacité de pouvoir dire voilà le corpus d'informations dans laquelle aller piocher, interroger, apprendre à interroger une IA, c'est fascinant comme compétence pour le 21e siècle. C'est un coût tout ça, hein?
Bien sûr. Est-ce que les éditeurs belges sont capables de faire ça? Eux qui souffrent déjà, on les entend souffrir par leur diffusion de journaux. Et demain, il faut des capitaux. Au sens généralisé. Oui, de la cité. De la cité, bien sûr. Nicolas Becquet. Un exemple, malheureusement, bon, c'est en France, c'est pas chez nous, mais RSF, Reporters sans frontières, est en train de travailler sur un chatbot avec une base de données sur les enjeux climatiques. Donc des informations vérifiées, qui mettraient justement à disposition des médias partenaires, une grande majorité de médias français, etc. Ça, c'est des initiatives qui sont intéressantes, parce que ça permet de créer du contenu, de la cohérence et de la consistance. Après, sur la question de l'utilisation, notamment par les étudiants, moi aussi j'ai 2 ados à la maison, et c'est très rapide, j'ai un exposé à faire, ChatGPT, papa, il paraît que tu t'y connais un peu, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, c'est pas non, parce que... C'est non de prime abord parce que... C'est disponible, hein. C'est disponible, etc. Mais c'est pas ça. Par contre, du coup, ça m'a forcé aussi à me dire, tiens, quels sont les usages intéressants au niveau pédagogique, etc. Donc, on a travaillé l'exposé de manière très classique, avec la recherche de sources, la sélection, tri, synthèse, parce que ça forme le cerveau quand même de faire toutes ces opérations-là, même si des fois on veut gagner un peu de temps, logiquement. Mais... je suis allé regarder, j'ai dit, ok, j'ai proposé 3 types d'interventions de ChatGPT pour mes ados. C'est la fonction Quiz Me, donc on dit par exemple, j'ai appris la période médiévale, ceci, cela, fais-moi un questionnaire de 15 questions-réponses pour voir si j'ai bien compris, par exemple. Ça peut être une façon de faire. En biologie, je suis incapable de suivre le niveau de ma fille et de lui expliquer les cellules, etc. Eh bien, avec ChatGPT, on peut prendre une photo, une image de base avec un schéma et dire explique-moi ce schéma. J'ai pas bien compris. Réexplique-moi d'une autre manière. Et donc là, on a quelque chose qui est dans le traitement du langage. Il invente pas de faits, mais il explique des choses, etc. Donc bref, faut essayer d'être créatif, mais la créativité a jamais eu une cote aussi importante. Oui, et on voit que là, la créativité, elle est à la maison, hein. Oui. Donc, il faut que ce soit possible de le faire. Alors, Tanguy Rosen, on va d'abord revenir sur l'autorégulation. Parce que je suppose que le juriste a un avis là-dessus. Les évolutions de la régulation, de l'autorégulation au sein de Twitter X nous montrent que c'est un terrain très très fragile. Il faut qu'il y ait une cohésion en communauté française. Et là, Stéphane Aubé, qui est dans la salle, pourra en dire plus. Dès lors qu'il y a des objectifs communs partagés par exemple par des médias, une autorégulation est envisageable. Mais on le voit ici, qu'est-ce qu'on va réguler, autoréguler? Une boîte qui se trouve aux États-Unis, qui est en pleine croissance, qui est en concurrence avec d'autres boîtes parce qu'il y a d'autres logiciels qui sont en train d'être développés, avec une course pour obtenir des parts de marché. Je vois très très mal l'autorégulation se jouer si ce n'est, et je reviens à ce débat au sein d'OpenAI, entre des administrateurs qui ont une vision économique, clairement de ChatGPT, et d'autres qui ont une vision plus morale, philosophique, développement de l'émancipation, la société, etc. Mais on voit qu'au sein même de ces structures, elles sont très très partagées. Donc, comment va-t-on pouvoir imaginer une autorégulation dans ce domaine-là? Ça me paraît assez fragile. C'est d'ailleurs pour ça que l'Union européenne, plus rapidement que les États-Unis, a pris les devants en essayant d'imaginer une régulation. Après, on va voir si elle est suffisante, si elle est pas assez ambitieuse, trop ambitieuse, pour en tout cas donner un cadre. Et je crois qu'il faut aussi offrir à ces opérateurs offrir, c'est peut-être un peu léger, mais imposer un cadre qui leur permette de faire une autorégulation. Je crois qu'ils doivent aussi pouvoir faire des choix. Et à défaut de pouvoir réaliser ces choix, peut-être se dire qu'instantanément, c'est aux politiques aux politiques dans la cité, de prendre les mesures parce que tout simplement le secteur n'est pas capable de pouvoir s'organiser. Et il faut que vous fassiez une fiche pour le CESEM sur l'outil de... Non, mais c'est vrai. On rêve tous de ça en tant que parents parce que on sait qu'au sein des classes, ça va être très très compliqué de commencer à se mettre tous autour d'un écran, même aussi grand soit-il, pour essayer d'apprendre. Et je pense pas que tous les enseignants ont les compétences encore aujourd'hui, parce qu'on est tous face à un bouleversement tellement grand, mais d'avoir des fiches comme ça qui permettent de se dire, à la maison, je dois faire un travail, mon fils doit faire un travail, ma fille doit faire un travail, comment puis-je
l'aider à utiliser de manière intelligente l'intelligence artificielle, tout en continuant à entraîner son muscle. Parce qu'en fait, ce qui est terrible, c'est que si on demande à ChatGPT de faire ce travail, c'est lui que l'on entraîne. Et on appauvrit notre propre savoir, notre propre capacité critique, notre propre capacité de Mais c'est là où il faut être peut-être un peu inventif. Il y avait le calcul mental, puis machine calculée. Les choses se sont développées quand même, donc on espère que ça se développera autant. Damien Van Acten, est-ce que vous voyez quand même les prémices de cela, de ces futurs métiers vraiment? Est-ce qu'on peut aujourd'hui être optimiste en la matière? Moi, je préfère toujours voir le verre à moitié plein que vide. Parce que sinon on sort plus de chez soi. Si on ne prend que les risques, oui, les risques ils sont là, faut pas les nier, faut en avoir conscience. Les opportunités n'ont sans doute jamais été aussi importantes pour créer, renouveler, challenger le status quo, comme disait l'autre. C'est une démarche qui intervient aussi à un momentum de notre histoire qui est pas négligeable. Les enjeux climatiques, les enjeux politiques, les enjeux sociodémographiques sont très très importants et les problèmes sont très très grands. On n'a jamais eu autant de capacité de calcul. On n'a jamais eu autant de capacité à faire en sorte que les machines nous soient utiles. Moi, j'ai tendance à dire à ce moment-là, essayons de faire en sorte que les machines puissent faire les tâches les plus rébarbatives, les plus chronophages, là où notre cerveau est limité pour pouvoir le mettre en réseau avec d'autres et donnons-lui des tâches qu'il va pouvoir exécuter en quelques journées, là où on mettrait des siècles d'humains attablés à des tâches répétitives et rébarbatives. Ce côté-là, je pense que ça offre des portes et ça ouvre des perspectives assez gigantesques. Que ça remette en cause certaines choses qu'on pensait acquises, certaines choses qui, et de dure lutte, et parfois, à raison, même souvent à raison, ont été acquises de manière législative, et ça s'est fait avec des processus et des protocoles qui ont pris du temps. Ça, c'est plus embêtant. Ça, c'est plus embêtant parce qu'effectivement, on ne va pas tous à la même vitesse, et ces grandes entreprises-là ont une capacité d'accélération, et en économie, la scalability de ça est juste incroyable. Quand on voit leur chiffre d'affaires, le nombre de gens qu'ils emploient, les chiffres montrent vraiment des courbes ascendantes. Sauf qu'il y a tout le reste. Et si on veut faire corps social, idéalement, on ne devrait pas trop polariser aux extrêmes. Et donc, si certains avancent très très vite, faire gaffe à ne pas en avoir trop, qui restent trop loin à la traîne derrière, sinon on polarise. Et dans notre société, la polarisation est déjà suffisamment importante. Donc, faisons en sorte qu'un maximum de gens puissent monter aussi dans le train, comprendre les enjeux, s'en emparer, probablement pas comme tout le monde et comme tous ceux qui sont en fer de lance de tout ça, mais faire corps social, c'est aussi essayer d'amener tout le monde... et d'éviter la fracture numérique 5.0. D'en rajouter une couche, hein, parce qu'elles se superposent, ces couches-là. Oui, in fine, ça fracture la société. Nicolas Becquet, parmi les critiques qu'on adresse à l'usage de l'intelligence artificielle dans le monde des médias, on dit aussi qu'il y a un problème de sécurité. On est vraiment sûr qu'on ne risque pas de se faire hacker par ce genre de technologie. Parce que là, on a parlé d'accessibilité, mais c'est aussi un problème de sécurité. Vous voyez, comment vous faites attention dans les heures quotidiennes? Mais hacker en tant qu'entreprise ou en tant que journaliste ou les moyens de surveillance ou... Oui, les moyens de surveillance. Oui. Il y a une... Finalement, comment vous vous rendez compte que vos sources sont bien tout à fait régulières, tout à fait exactes, légales? On parlait par rapport à ce qui est piraté, ce qui ne l'est pas. Est-ce qu'il y a des passages à niveau à installer, des obstacles aux fake news? Moi, je dirais qu'on continue à travailler comme on l'a toujours fait, c'est-à-dire sourcer ces informations classiquement et pas aller les chercher comme aller chercher des informations sur Internet, ça ne veut rien dire. Aller chercher des informations dans l'intelligence artificielle, je ne sais pas comment on pourrait le formuler, ça n'a pas de sens. Donc, on continue en fait à avoir notre hygiène de l'information et à faire notre travail et on continuera à le faire. Par contre, l'intelligence artificielle peut nous aider dans certaines tâches. Par exemple, je prends quelque chose de très très simple, on fait une interview d'1h30. On rentre à la rédaction, on l'a enregistré avec notre dictaphone, notre téléphone ou peu importe. Et traditionnellement, on retape l'interview et ça prend 1h30, 2 heures. Puis on remet en forme pour ensuite aller chercher. Mais ça, maintenant, l'intelligence artificielle nous permet d'avoir une retranscription en 1 minute.
et d'avoir vraiment une matière et de pouvoir faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire analyser, décortiquer, lire entre les lignes, etc. Donc il y a plein de choses qui vont nous permettre en fait, sinon d'accélérer, en tout cas de se concentrer sur les tâches qu'on sait le mieux faire et sur lesquelles on est aussi payé pour le faire. C'est la collecte, la vérification et la transmission d'informations. Effectivement, dans le travail du journaliste, c'est tout à fait logique, c'est normal, mais ces contenus, ils ne sont pas tous traités par des journalistes, ils sont aussi traités par Madame Tout-le-Monde. Tanguy Rosen, est-ce qu'il y a un système de certification qui pourrait être mis en place ? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait authentifier des choses ? Vous parliez du droit d'auteur tout à l'heure, en disant que c'était compliqué. Et il y a aussi tout simplement certifier la source. Certifier la source, moi j'imagine que nous pourrions avoir un moteur de recherche qui certifie les sources qui ont nourri l'intelligence artificielle. Voilà. Très sur le statut social, statut fiscal, droit d'auteur. Voilà, on travaille en transparence, voilà nos sources, voilà ce que la machine peut produire. À partir de quoi la machine va produire du contenu, ce sont ces sources-là. Oui, ça, on peut tout à fait l'envisager. Parce qu'en fait, pour le moment, ce qui biaise un petit peu, on donne un effet loupe aux outils qui sont mis à disposition du public. Pour rejoindre ce que Damien dit. Mais c'est vrai que le sourçage des sources de l'exploitation de l'intelligence artificielle, il se fait déjà pour les professionnels. Lorsque les professionnels vont faire des calculs sur un trou noir, les degrés de chance ou de malchance que quelqu'un puisse contracter un cancer en fonction de... l'information, elle est déjà sourcée, elle est déjà réelle, parce que les conséquences sont tellement grandes pour les professionnels et pour les fabricants de logiciels qu'on ne va pas s'aventurer à avoir une réflexion ou une utilisation de l'intelligence artificielle qui est aléatoire. Je vais quand même reprendre un point qui est une source d'espoir. Je trouve ça génial. AlphaGo en 2017 est le premier ordinateur qui a battu un humain au jeu de Go, extrêmement complexe. Google utilise maintenant AlphaGo 1 contre AlphaGo 2. Donc en fait, on voit des parties qui sont en train de se jouer entre deux logiciels qui apprennent à chaque fois. Alors on pourrait se dire, bon, la chose est finie pour les humains, salut, il n'y a plus rien à voir, on les laisse jouer entre eux, ça coûte de l'énergie, mais bon, voilà, c'est rigolo et ça. Eh bien non, maintenant, il y a des gens qui reprennent les parties qui ont été jouées par cette intelligence artificielle, et en fait, toutes les vérités que l'on croit acquises au jeu de Go depuis 3000 ans, le fait de poser une pierre là et pas là et ça sont déjà en jeu. En fait, AlphaGo a complètement changé la logique du jeu. Donc, on a appris de l'intelligence artificielle, il y a de nouvelles stratégies qui se mettent en place, et un jour, peut-être, un humain pourra rebattre l'intelligence artificielle par une stratégie qui aille plus loin que ça. Prendre à son propre jeu, finalement. Capacité de calcul qui demandera quand même pas mal de temps. Mais voilà, ça, ce sont des sources d'espoir qui sont une petite source d'espoir. Oui, c'est une belle source d'espoir, Damien Van Acter. On parlait de la certification. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec la validation, la certification de l'info, parce que la certification pose la question du certificateur. Qui met le tampon pour dire ça c'est une bonne source, ça c'est une mauvaise source? J'ai tendance à me méfier un peu de ça. Les politiques et les êtres humains étant ce qu'ils sont, la nature humaine étant ce qu'elle est, c'est compliqué d'avoir ce genre de tampon qui, à un moment donné, vous colle dans le dos ad vitam aeternam. Ceci étant dit, technologiquement parlant, il y a moyen de tracer l'information. Et c'est là où une autre technologie dont on parle depuis un certain temps peut rentrer en ligne de compte, c'est entre autres ce qu'on appelle la blockchain, qui permet de certifier et d'avoir une traçabilité des différents ingrédients qui rentrent dans la composition d'une information. On peut avoir, et c'est là où c'est intéressant, on parlait de confiance tout à l'heure, la blockchain est une machine à confiance en ce sens que c'est un livre à ciel ouvert, où toutes les transactions sont inscrites, ce qui rentre, ce qui sort, comment on assemble, quand on suit un produit à travers sa phase de fabrication à l'autre bout du monde jusque chez nous, on sait exactement ce qui s'est passé. Et c'est littéralement infalsifiable. Alors, peut-être que c'est une technologie, et il y a certains groupes de presse qui sont en train d'y réfléchir, il y a des initiatives qui sont lancées en la matière pour se dire, utilisons l'IA pour ce qu'elle sait faire, par contre, traçons effectivement les sources, les photos, les vidéos, les personnes qui ont été dans un sujet, par exemple, on pourrait tout à fait faire en sorte de tracer, mais dans le bon sens du terme. Le but n'étant pas de fliquer les gens, le but étant de dire, c'est un peu comme on parle de label ou de certification, ce serait un label bio de l'information, parce qu'on verrait la traçabilité et les sources d'infos. Voilà. Nicolas Beck. Encore plus proche de nous, ce qui se passe, c'est par exemple Google, met à nouveau en avant les auteurs. Donc, ça veut dire que, là on parle de la presse
traditionnels qu'on peut certifier, pas certifier, etc. On va dire des organes de presse sérieux, connus, pour en fait dans les résultats de recherche favoriser les résultats où la source et l'auteur est connu. Donc par exemple à l'Écho, on a refait toute notre fiche auteur avec un descriptif. Telle personne travaille depuis X années dans le journal, il a écrit un livre là-dessus, il est spécialisé dans ceci, dans cela, etc. Et donc, ça va être un premier label pour certifier, en tout cas, la source d'une information. C'est le début de quelque chose. Et c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de spécialistes qui annoncent, en fait, qui parlent de désordre informationnel. Qu'est-ce que c'est le désordre informationnel? C'est pas qu'il y aura beaucoup de choses fausses et très peu de choses vraies. C'est qu'à un moment, on va plus être capable de savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui a été produit par une machine pour moi en personnalisation ou ce qui est pour tout le monde. Et donc, on perd notre boussole. Enfin, on perd, on sait plus, on n'a plus de repères directement. Et ça, c'est une vraie chose, c'est-à-dire. En 2025, je pense que c'était une projection, il y aura 25% des contenus en circulation sur Internet qui auront été produits par des machines. Avec le risque que cette production-là alimente une autre machine qui elle-même va être entraînée sur des choses qui sont fausses. Et donc, l'effet va être juste incroyable en termes de volume. Garbage in, garbage out. Je voulais revenir, Tanguy Rosen, tout à l'heure on est passé assez vite dans le cas de l'utilisation de la voix des interprètes, par exemple, des chanteurs, des acteurs, de textes réalisés par des auteurs, de l'image aussi du comédien ou de la comédienne. Là, comment ça se passe aujourd'hui? Comment est-ce qu'on réagit en Fédération Wallonie-Bruxelles? Est-ce qu'il y a une réflexion au sein des instances au sein de la Fédération, ou bien c'est uniquement au niveau européen qu'on parle de cela? Il y a des débats qui vont être initiés, je crois, ou qui ont été initiés au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En tout cas, nous, en tant que société d'auteurs, et je pense que les représentants des artistes-interprètes seront d'accord avec moi, il faut un consentement clair et manifeste sur les usages qui vont être faits des productions, qu'il s'agisse des contenus artistiques, littéraires artistiques, que de la voix ou encore de la musique. Très clairement, j'ai eu l'occasion de voir un contrat proposé par une société liée à Google pour l'usage de la voix. C'est vertigineux, en fait. Ma voix peut être utilisée à toute fin, sans que je n'ai aucun contrôle, que ce soit à des fins de publicité, de promotion, de politique. On peut réutiliser ma voix, et ce pour des périodes d'exclusivité dans le temps ce sont de 12 mois extra. Ça veut dire que l'outil pourra utiliser ma voix de manière non exclusive toute ma vie. Donc on pourra un jour, si on a envie, me faire prêter des propos auxquels je n'adhère pas, et je n'aurai aucune possibilité, ou très très peu de possibilités, de m'y opposer. Donc, en termes de droit d'auteur et en termes de droit voisin, c'est-à-dire le droit des artistes-interprètes, le principe doit rester, et on le réaffirmera encore plus fort par le libre consentement sur de tels usages. À côté de ça, on voit des choses extraordinaires qui se font grâce à l'intelligence artificielle, à l'utilisation de voix de chanteurs ou de chanteuses disparues. Donc il y a toujours un côté positif. Le cas d'Angèle, oui. Cet été, Angèle, il y a un internaute qui s'est amusé avec sa voix à créer une nouvelle chanson. Ses fans s'en sont emparés, ils lui ont dit « ce serait quand même bien que tu la chantes », et elle l'a chantée en concert en 7 ans. On peut cibler un certain nombre de choses qui sont de l'ordre du « oh, super chouette, c'est super créatif », oui, mais quand même, elle était un peu poussée dans le dos, c'était pas tout à fait sa chanson. À côté de ça, le Parti républicain aux États-Unis a financé un spot complet de pub anti-Biden où il n'y a pas une seule image réelle, il n'y a pas... On va avoir ce mouvement de balancier dans le meilleur et dans le pire, la nature humaine étant ce qu'elle est de l'autre. Oui, mais donc on aura d'autant plus besoin de l'éducation aux médias. L'éducation aux médias, clairement. On voit bien aussi que le droit va probablement devoir évoluer. On parle de droit d'auteur et de droit voisin. Ce sont des bonnes choses. Et il faut probablement les réécrire, ou en tout cas les amender, ou trouver des parades pour faire en sorte qu'ils aient toujours du sens. Parce que de nouveau, ça paraît très compliqué dans l'état actuel des choses de dire attention, il ne faut surtout pas que ça bouge, quoi. Parce que tout bouge autour d'un coordonné, il va falloir s'adapter. Ouais. Oui, Nicolas Becquet, optimiste ou pessimiste par rapport
justement à l'utilisation de l'IA? Ça dépend du point de vue. Hein. C'est comme dans la presse, certains vont l'utiliser pour faire des économies. Oui, il y a des médias qui pourraient être faits rien qu'avec l'IA, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Il y a eu des tentatives. Pour l'instant, ça ne marche pas très bien. Voilà. Après, qui a besoin de quoi comme information et quelle est cette base de confiance, ça, c'est une chose. Moi, si je prends le cas, je parlais aux étudiants de l'IEX il n'y a pas très longtemps, dans un débat un peu similaire, je disais, mais vous rentrez dans un monde extraordinaire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir même faire un média local, affinitaire ou peu importe, et le propulser sur différents canaux, même si vous êtes seul, à 2, à 3, vous allez pouvoir créer des podcasts, vous allez pouvoir créer des versions de texte, de la vidéo, sur base de votre contenu, et journalistique, travaillé, ancré dans un terroir et un territoire. Et ça, c'est vraiment génial. On voit des youtubeurs qui faisaient des vidéos en français sur peu importe quel thème, qui passent en espagnol. Ils le faisaient en français, maintenant ils sont en Espagne, puis ils vont le faire en Allemagne, et c'est des contenus qui sont assez généraux pour traverser les frontières. Et en articulaire, parfaitement. Oui, voilà, on parle mais ça amplifie directement leur impact. De la créativité, ça peut libérer des contenus, ça peut être aussi un outil d'émancipation, comme ça peut être un outil qui nous emprisonne et nous ramène à l'hyper-personnalisation et à des points de vue qu'on veut entendre et pas les autres. Bref, c'est évidemment, mais c'est d'une puissance incroyable et je pense qu'on doit se concentrer pour comprendre comment on peut les utiliser. Et justement, on parlait tout à l'heure des traducteurs, on peut dire un métier peut-être qui va disparaître, disait Tanguy Rosen. Qu'est-ce qu'on doit dire aux étudiants? Et Nicolas Becquet, si vous parlez à des étudiants en journalisme, est-ce que vous allez leur dire, attention, votre métier va peut-être disparaître dans quelques années? Si on veut pas que notre métier disparaisse, il faut qu'il y ait des gens qui payent pour nous lire, et donc il faut les intéresser, il faut rencontrer l'offre et la demande. Et ça, c'est une équation qui était compliquée avant l'intelligence artificielle et même avant Internet. Donc ça sera toujours cette affinité, cette alchimie à trouver. Moi, je leur dis, ok, allez-y, quoi. Vous ne serez pas contraint d'aller faire des exercices imposés en télé, en radio ou dans des médias ou dans la presse ou voilà, libérez votre créativité, allez à fond et vous aurez des outils pour vous propulser. Et je pense pas que Damien me dise le contraire. Justement, Damien, qu'est-ce que vous dites aux étudiants de l'IEX que vous voyez ou aux autres personnes que vous formez au digital? Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une révolution industrielle il y a quelques années qui a changé complètement la façon dans laquelle les métiers manuels pouvaient être valorisés, le travail manuel. L'intelligence artificielle, c'est une révolution de col blanc, hein. C'est une révolution du travail intellectuel, en fait. Donc, Nicolas l'a dit, l'offre et la demande, quelle est la plus-value qu'on va pouvoir apporter en tant qu'humain? Qu'est-ce que les machines ne savent pas faire? Comment je mets les machines à mon service pour pouvoir faire mieux mon métier, si je suis journaliste, si je suis un étudiant en marketing, en publicité, les ingénieurs, les designers d'intérieur, aujourd'hui, se servent de l'intelligence artificielle pour remplir une pièce avec des meubles, savoir un peu à quoi ça peut ressembler, faire de la virtualisation d'un certain nombre de choses, et puis laisser faire leur talent au-dessus de ça. Et je trouve que ça, c'est assez fascinant de voir comment on peut, à condition de lâcher un peu prise. Je parlais de la distribution du savoir tout à l'heure, de l'accessibilité du savoir, en tant que pédagogue, d'accepter que, on ne sait pas tout, ça, je pense qu'on en a vite conscience, mais surtout de dire, interrogeons nos connaissances. Pourquoi ne pas avoir chaque prof pourrait avoir ça, pouvoir avoir son propre petit chat GPT en disant, mes connaissances, je les ai mises dedans, je vous rajoute des sources, apprenons à interroger ces sources-là, et ça ouvre des... Enfin, moi, je suis un indécrottable optimiste par rapport à ça, donc je pense que la technologie peut vraiment être utile. Il faut l'encadrer, il ne faut pas faire n'importe quoi, et il faut continuer à apprendre. Aujourd'hui, la seule chose qu'on sait, c'est que plus on en apprend, moins on en sait, donc il faut continuer à apprendre, et ça, c'est... Tant qu'il y a du mouvement, il y a de la vie. Hein. Nicolas Becquet, vous vouliez réagir? Il faut quand même aussi faire preuve de réalisme par rapport aux médias traditionnels. Ce qui va se passer, c'est la disruption des moteurs de recherche tels qu'on les connaît. Et ça, c'est une désintermédiation. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on va avoir nos assistants où ça va être plus facile. C'est plus facile, je pose une question, j'ai une réponse. Voilà. Mais donc le modèle de la presse, même si on fonctionne avec des revenus liés aux abonnements à nos lecteurs, eh bien, il y a aussi la publicité. Or, couper le lien entre je pose une question, j'ai un lien, je clique et j'arrive chez un média, et s'il n'y a plus ça, ça va poser un énorme problème en termes de revenus, en termes de visibilité, en termes de trouvabilité, je dirais, de nos informations. Et il faut absolument pas le minorer,
parce que ça va faire des ravages. À un moment, c'est un peu... En Europe, ça fonctionne pas beaucoup, mais les enceintes intelligentes à qui on pose une question et qui nous répondent, c'est le prémisse de ça. C'est-à-dire qu'on pose une question, on a un point de vue et on ne sait pas forcément d'où il vient. Et là, on va avoir de sérieux problèmes. Alors, on termine le tour de table avec Tanguy Rosen. Est-ce que demain, vous diriez à des jeunes juristes qu'ils doivent se tourner vers d'autres études ou d'autres métiers en se disant demain, de toute façon, les lois sont écrites par l'intelligence artificielle. Voilà. Les requêtes seront écrites, voilà. Et là, Les conclusions seront faites. Non, mais ce que je disais tout à l'heure, moi j'utiliserais bien un moteur d'intelligence artificielle pour éclairer nos auteurs lorsqu'ils ont des questions. Et dans le même temps, je me rends compte que ça empêchera un étudiant ou des gens qui viennent de terminer leur travail de rentrer dans une formation concrète d'une vie professionnelle. Et cette personne qui allait répondre à une question, qui allait devoir chercher l'information sur le statut social et fiscal, et puis répondre, en fait cette personne, peut-être qu'elle deviendra un fantastique juriste. Elle aura été formée. Et ici, en fait, ce qui risque de se poser, et la grande, enfin, moi je trouve que c'est à la fois fantastique, mais à la fois c'est quand même délicat pour les jeunes générations, c'est que le décorateur, le grand décorateur qui a travaillé à poser des meubles dans une pièce, il a travaillé son art, sa vision de son futur métier. C'est tard qu'il a commencé sans doute à faire des trucs très, très ennuyants, quoi, des petits dessins, etc. Mais ça a permis de construire sa connaissance, son travail, et puis à un certain moment, il est devenu ce qu'il est. Il faut que l'on préserve la capacité à des jeunes de pouvoir continuer à se former et devenir de juristes. Ici, je vois qu'il y a un risque de rupture. Comment va-t-on pallier ce problème? Premier point. Deuxième point, tous les traducteurs qui ont terminé leurs études depuis un certain nombre d'années et qui ont encore une longue carrière professionnelle, quelle reconversion va-t-on leur offrir? Il y a des métiers qui vont, non pas disparaître, mais en tout cas, il y a un grand nombre de personnes qui n'auront plus ce boulot, ne fût-ce qu'alimentaire, pour pouvoir continuer à travailler. Que va-t-on faire avec ça? Et là, il y a une responsabilité sociétale, non seulement des États, mais aussi de ces entreprises. Et donc, il y a aussi ces réflexions de voir comment ces entreprises qui vont générer des gains de temps et des gains massifs d'argent vont contribuer à aussi accompagner des reconversions sociétales qui vont être massives, hein. Très bien, mais je remercie en tout cas tous les trois pour ce que vous nous avez apporté, toute cette réflexion sur l'IA. Et maintenant, je vais laisser peut-être la parole au public s'il y a des questions, et peut-être que nos panélistes pourront y répondre. Qui désire poser une question, je viendrai vers lui ou vers elle pour lui tendre le micro. Ah, mais il y a un deuxième micro, parfait alors. Donc, Stéphane Houbeek de la RTBF. J'ai une question pour rester dans le champ de l'éducation aux médias, et c'est par rapport aux conditions générales, par exemple, de OpenAI ou de ChatGPT. Donc, dans ces conditions générales, en fait, que dit-on par rapport, d'une part, à la responsabilité, c'est-à-dire le résultat final, au final, qui est responsable du résultat? Si, par exemple, on l'utilise à des fins publiques. Et puis aussi, un peu en écho avec ce qui a déjà été dit, en termes alors d'auteur, qui est l'auteur du résultat que ChatGPT propose? Tanguy? Alors, sur la première question, je pense qu'à un certain moment, là, la loi devra aussi indiquer qui est responsable. Parce qu'évidemment, chacun va se défausser de ses responsabilités. Mais à un moment, il y a un fait objectif qui se pose. ChatGPT, je ne sais pas, digère une information qui était inexacte. Et d'ailleurs, ça s'est fait, c'était le cas. Et puis, permet à quelqu'un d'avoir accès à cette information inexacte. Qu'ils disent ou non qu'ils sont responsables, d'un point de vue légal, il me semble qu'ils ont commis une faute en allant chercher, en sourçant mal le contenu de l'information. Et donc là, il devrait y avoir une responsabilité extra-contractuelle, c'est-à-dire une responsabilité posée par la loi. Sur la question de... Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a une réponse aujourd'hui à la question de Stéphane Houbeek? Est-ce que c'est bien ChatGPT qui est responsable? J'ai pas fait mon devoir. Oh, et mon assistant n'a pas fait son... Nicolas Becquet, oui. Non, mais avant de passer à la deuxième. Ce n'est pas la réponse, mais un élément de réponse, c'est en dessous le champ de recherche de ChatGPT, c'est attention, les faits, les informations fournies peuvent être erronées. Voilà.
En disant oui, j'accepte d'utiliser. Voilà, on l'accepte, et donc voilà. Il se dédouane, c'est un disclaimer. Oui. Donc voilà la réponse, en tout cas actuelle. Et sur la deuxième question. Oui, information qui est donnée, mais qui peut être malheureusement non lue par l'émotion que suscite l'information principale. C'est vraiment, mais ça c'est un autre enjeu, je trouve, de l'éducation aux médias, c'est la relation émotionnelle que l'on a par rapport à ces contenus. Alors par rapport aux droits d'auteur, c'est très simple. Aux États-Unis et en Belgique, en tout cas aujourd'hui, seule une personne physique peut être considérée comme auteur d'un contenu. Donc la machine ne l'est pas. Et j'ai été à un débat de juristes au mois de juin sur l'intelligence artificielle, des gens du monde entier qui participaient au débat, et on était tous d'accord pour dire pas de droit d'auteur pour l'intelligence artificielle, du moins pour le moment. On verra quel est le rapport de force des lobbies qui... Alors, certains disent oui, mais enfin quand même, ce serait quand même bien de valoriser ces contenus, on devrait créer un droit spécifique, une forme de droit d'auteur conféré à la technologie, une forme de droit voisin, on dirait. Et là, il y en a beaucoup aussi qui s'opposent en disant oulala, si on commence à rentrer là-dedans, ça va être vraiment compliqué. Donc pour le moment uniquement, alors et on revient à la question de Stéphane repose la question du sourçage des informations et de nouveau de la transparence et des indications. Tout auteur scientifique, qu'il soit juriste ou autre, quand il doit écrire un essai, un travail, il doit citer ses sources. C'est le travail, et d'ailleurs des gens qui sont condamnés pour ne pas avoir cité leurs sources, parce que c'est ce qu'on appelle du plagiat, ou de l'appropriation illicite, des choses comme ça. Pourquoi on devrait faire autrement dans le cadre de l'intelligence artificielle finalement? Ne fût-ce que pour dire, je me suis inspiré de ce travail-là pour sortir ce travail. Oui. Qu'on puisse faire ce travail critique aussi, sincèrement, et de pouvoir aller voir la source originelle du... Il y a une autre question? Oui, Vous pouvez vous présenter? Oui, Valentine François, je travaille à la Haute École Léonard de Vinci comme enseignante en éducation aux médias pour les futurs instituteurs, institutrices primaires et maternelles. Mais là, je vais parler peut-être du point de vue de l'éducation aux médias et un tout petit peu représenter Géraldine Waikens qui ne peut pas être là aujourd'hui et qui a un projet de design fiction dans lequel l'idée, c'est de projeter les jeunes dans un monde futur, un futur proche et plausible. Alors, ça va de plus en plus vite. Et ils doivent imaginer des technologies du futur qui pourraient résoudre des problèmes du quotidien pour ensuite poser un regard critique sur ces technologies envisagées et les impacts qu'elles auraient. Et ça vient vraiment questionner, au-delà de l'aspect technique, de comment ça fonctionne, ces questions qu'on a pu évoquer ce matin, entre autres avec Madame Isabelle Ferron du MES, qui est, voilà, qu'est-ce qui peut relever de l'humain et qu'est-ce qui peut relever de la machine, et en fait, c'est pas évident de se positionner là-dessus. Alors, dans ces activités, c'est super chouette parce que les jeunes, finalement, vraiment exercent leur esprit critique et peuvent se prononcer en disant, par exemple, la fonction de juger, un jugement, là, pour le coup, d'un magistrat, ça devrait rester entre les mains d'un humain, par exemple. Ou bien, pour embaucher quelqu'un, est-ce qu'on devrait automatiser les CV, etc. Moi, ce que je vois ici, en fait, c'est cette difficulté de se dire, ce qu'on renvoie aux jeunes en éducation aux médias, c'est, voilà, c'est plus de l'individuel, c'est du systémique et c'est politique. Or, ce que j'entends ici depuis tantôt, c'est la technologie, elle avance comme ça et on doit s'y adapter. Et comme s'il n'y avait pas de possibilité de réguler, de régulation. Et enfin, ça me met dans un certain malaise qu'en éducation aux médias, on renvoie vers la dimension politique et qu'il faut se conscientiser pour ensuite porter des voix collectives pour plus de régulation. Mais là, on entend la régulation n'est pas vraiment possible, on doit s'adapter. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire vis-à-vis de ça. C'est dommage, c'était ça qu'on s'est renvoyé. Il me semble que ce n'est pas ce qui a été dit, c'est qu'il y avait une difficulté à réguler, je crois que tout le monde l'a dit. Il y avait des essais d'autorégulation, mais qui sont sans garantie, aujourd'hui, malgré tout, parce que ça ne concerne pas tout le monde. Mais Nicolas Becquet, peut-être... Mais je trouve que c'est une réflexion très intéressante, parce que c'est comme les fake news, en fait. Fake news, on peut essayer de réguler les producteurs de fake news qui, par définition, ne sont pas connus, se cachent, font toutes les manipulations possibles, voilà.
ou apprendre aux élèves, aux enfants, aux adolescents à détecter une fake news, à comprendre ce que c'est, à voir quel est l'objectif d'une fake news, comment ça nous atteint, qu'est-ce que ça suscite en nous, etc. Moi, je suis pas juriste, ni politique, plutôt pragmatique, je suis enseignant et journaliste, et je me dis, bon, qu'est-ce que ça pose comme question au quotidien et comment on peut y répondre de façon pragmatique. Donc, on est vraiment tout au début, mais enfin oui, je pense que c'est ce genre d'initiative-là, moi je mets en lumière justement la nécessité et l'urgence de continuer à faire confiance à l'intelligence collective et humaine, justement. Et c'est de ça qu'on parlait de se faire hacker tout à l'heure. Pour moi, le hacking, c'est de nouveau dans une version positive de la chose, c'est trouver les trous dans la raquette et d'essayer d'améliorer le système. Et à travers ce genre d'initiative, on améliore le système, mais on fait prendre conscience par la mise en pratique, en mettant les mains dedans, de certains enjeux. Et ce sont eux les régulateurs de demain. Il ne faut pas négliger non plus le pouvoir qu'on les foule aujourd'hui. On parlait tout à l'heure des youtubeurs qui créent des contenus parfois d'excellente qualité, d'excellente facture. C'est pas pour rien qu'ils arrivent à gagner leur vie en le faisant, c'est parce qu'il y a des gens qui les suivent, qui s'abonnent, et avec des mêmes mécaniques que celles des médias, qui reconnaissent la qualité de ce qui est fait. Et donc si des jeunes aujourd'hui, en primaire, sont capables de s'emparer des outils en étant encadrés par des éducateurs, par des enseignants qui sont capables de les encourager à faire ça, c'est eux qui vont se rendre compte par eux-mêmes du pouvoir, des enjeux, des risques qu'il y a derrière, et derrière de faire pression sur les politiques pour que certaines choses changent. Je pense que c'est vraiment, c'est en ça que moi je suis assez enthousiaste par rapport à la techno. La techno pour la techno n'a aucun intérêt. Remplir les tuyaux pour remplir les tuyaux n'a aucun intérêt non plus. Mais je vais ajouter un élément, peut-être tout à l'heure, Damien Van Acter, vous avez dit on ne peut pas arrêter, effectivement. Remettre le génie dans la bouteille, ça, j'y crois pas une seconde. Non, c'est un constat. Il n'y a pas de technique pour remettre le génie dans la bouteille. Bon, effectivement, pour l'instant. Alors, une autre question. On donne le micro à Patrick Vernier. Ouais, je ne vais pas formuler bonjour à tous et toutes, mais je ne vais pas formuler une question, mais depuis ce matin, on s'empare et c'est un début de travail qu'on mène au sein du Conseil. J'ai envie d'être très pragmatique, quoi. Donc voilà, moi j'ai envie de nous poser la question très concrètement. Mais bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait, quoi? Retroussons-nous les manches. Je pense qu'il faut être très humble. Moi j'entends évidemment, c'est vertigineux, quoi, quand on entend des spécialistes dans des secteurs, des professionnels qui travaillent ça tous les jours. Nous sur le terrain, notre mission va être probablement d'être très modeste, d'accompagner au mieux. Et j'ai l'impression quand même que nos fondamentaux de l'éducation aux médias, ils sont simplement à ajuster face à des nouvelles formes médiatiques complexes, avec des nouveaux enjeux. Mais moi, le message que je retiens aujourd'hui, c'est j'ai pas besoin d'être codeur à OpenAI pour pouvoir développer une éducation aux médias. L'important, c'est de bien rester sur notre projet. Notre projet, c'est quand même d'abord et avant tout de considérer les intelligences artificielles comme des objets qui, et notre spécificité, c'est pas simplement d'en faire des outils d'accès à la connaissance, quoi. Ça c'est pas notre job prioritaire. Notre job prioritaire, c'est d'en faire des objets d'étude, de compréhension critique. On a vu des très chouettes expériences émergentes, très simples, où on peut faire de l'éducation média appliquée aux IA avec des feuilles de papier, un tableau avec des marqueurs. Voilà, on n'a pas besoin d'équiper tout un groupe avec 25 tablettes super puissantes pour y arriver, quoi. Voilà, moi je sais pas vous, mais mon impression, c'est je suis ni optimiste ni pessimiste, bien au contraire. Je pense qu'on doit garder le cap et faire de l'innovation avec ce qu'on a en stock. Et on a beaucoup de choses en stock qu'il faut ajuster à ces nouveaux enjeux, quoi. Donc je ne veux pas sombrer dans le catastrophisme cataclysmique qu'on nous annonce, ni dans un optimisme magique BA pour célébrer ces technologies qui vont transformer nos réalités. Moi, je crois que malheur à moi, je suis nuancé, mais je crois qu'il faut aller dans cette direction-là. Je ne sais pas comment vous réagissez par rapport à ça, mais voilà, ce que ça me dit, moi, comme vieil éducateur aux médias, qui a encore quelques années accompagné ces dispositifs avec vous, on doit y aller, mettre les mains dans le cambouis, dans le moteur, et trouver les meilleures voies pour ajuster. On sait bien que dans une classe d'une école fondamentale
je vais pas faire le stéréotype, quoi, où on a encore des accès Wi-Fi chancelants, une connectique catastrophique parfois. On doit trouver les moyens de le faire pour accompagner au plus tôt. Je retiens en tout cas qu'on va se reparler avec Nicolas Becquet pour faire des fiches sur base de ton expérience parentale, mais en même temps, tu es un parent un peu spécial. Bon, mais ça fait déjà quelque chose de concret. Patrick, le conseil pourra repartir avec ça. Tanguy Rosine, vous vouliez réagir? Oui, et pour aller dans le sens de Patrick, le politique doit réguler. Ça, je pense qu'on a été très clair. L'autorégulation, on doit laisser le secteur s'organiser. Et pour rebondir sur ce que tu dis, le politique doit enfin mettre des moyens importants pour qu'on puisse développer une éducation aux médias par rapport à des enjeux qui sont vachement importants dans les écoles. Et les élections, c'est dans moins d'1 an. Donc, et il faudrait éplucher les programmes des partis politiques par rapport à ces enjeux-là. Alors ça fait quelques années moins longtemps que Patrick, que j'ai nagé un peu dans l'éducation aux médias, et force est de constater que il y a eu, au-delà de quelques mesures intéressantes qui ont permis aux politiques de se dire qu'ils faisaient assez, là clairement, entre les moyens qui sont mis en œuvre et les enjeux qui se posent, il y a une disproportion que le politique va devoir régler très très rapidement. Donc il y a régulation, mais aussi offrir les moyens pour justement développer un esprit critique du citoyen. Et je crains fort que là, il va y avoir quelques abonnés absents, ou en tout cas on va avoir de jolies déclarations, mais qui auront du mal à se traduire. Et c'est pas 1 million d'euros, et c'est pas 2 millions d'euros, ce qui paraît beaucoup en soi. Mais à l'échelle d'une communauté comme la communauté française, ou à l'échelle de la France, ou à l'échelle de... C'est des paquets d'argent, et des paquets d'argent, mais aussi intelligemment utilisés. C'est des paquets de nouvelles formations qui doivent être entamées, et il faut aller très très vite parce que ça va très très vite. Et avec un risque, c'est que si le service public ne s'empare pas de ça, ce sont les industries privées qui le font. Ouais. Mais elles le font déjà. Et qu'ils le font probablement déjà à certains niveaux. Et parfois, ça se passe bien, il ne faut pas se leurrer non plus. Mais parfois aussi, ça donne une trajectoire qui n'est pas forcément souhaitable, parce qu'ils le perçoivent comme un marché. C'est tout simple, ouais. Et donc, cet enjeu, il est là aussi, que ça reste un common good, quoi, que ça reste un bien de service public assumé par la collectivité pour lequel on est fier de payer ses impôts. Parce que c'est important. Si le service public ne s'en empare pas, le secteur privé, et probablement la frange la plus extrême, s'en emparera. Malheureusement, c'est un risque. Laissez la parole à une dernière question. Céline Ruet, je travaille pour Canal Zoom, et je peux que rebondir là-dessus, et je trouve que justement les journalistes qui se sont un peu fait taper dessus quand même au cours de ces 48 dernières heures sur plein de trucs, je prêche pour ma chapelle, c'était hyper passif-agressif, je suis désolée tout le monde. Non, je trouve que les journalistes et les rédactions ont un rôle énorme à prendre là-dedans, absolument. On est en perte d'audimat, on est en perte de confiance. Je fais de l'éducation aux médias au sein de mon média de proximité, d'accord, qui est la plus petite télévision locale de Wallonie, donc autant dire que c'est pas fou. Déjà, on voit ça comme une marotte. Le fait que, l'éducation aux médias, tiens, on va vite caser des émissions parce qu'on n'a pas toutes les cases du CSA pour la fin d'année. C'est quand même terrible alors que c'est une priorité sociétale que ça soit toujours vu comme ça. On a encore des gens, et pas que au sein de ma rédaction du tout, mais pour avoir parlé avec beaucoup d'autres journalistes, on a encore des personnes qui sont notamment à des pouvoirs plus hauts dans la hiérarchie qui parlent d'Internet ou du fait de se mettre sur le web et sur différentes plateformes comme de faire joujou ou des choses comme ça et qui privilégient toujours le linéaire. Et je trouve ça catastrophique. C'est aller tous les matins bosser dans un bateau où c'est pas un iceberg qu'on a devant, c'est la banquise. Donc à un moment donné, il faut une vraie remise en question de comment on fait, comment on pense nos contenus, comment on pense nos contenants aussi, et surtout, comment est-ce qu'on peut s'inscrire dans cette éducation aux médias, parce que je le pense, le rôle du journaliste est indispensable justement dans ce fact-checking, dans cette analyse, dans le fait de pouvoir donner quelque chose de plus complet. On a un vrai rôle en tant qu'éducateur aux médias potentiellement à pouvoir jouer aussi, sans dire qu'on a la vérité ou que nous, notre posture est bonne, juste en décortiquant ça. Est-ce que par exemple, quelque chose qui pourrait être intelligent à plus penser, ce serait que les journalistes et les rédactions fassent plus de méta, parlent plus de leur processus journalistique?
Ok. Ils ont l'air d'accord, en tout cas, ces deux-là, Nicolas et Damien. Oui, Nicolas. On essaie de parler, c'est ça, l'éducation aux médias, c'est le journalisme en classe aussi, les expliquer comment on choisit une information, comment on la recoupe, comment elle est diffusée, c'est la base, et donc je pense qu'il y a toutes les bases qui sont là aujourd'hui pour l'éducation aux médias, et que maintenant il y a des outils qui permettent d'aller un peu plus loin et de questionner. Et on a vu juste avant une présentation sur de l'association Open sur la perception qu'ont les parents des pratiques numériques des enfants et la réalité. Ça dit qu'il faut coller à leurs usages, il faut aller les questionner, il faut le co-construire pour le mieux le comprendre. Moi, je dois comprendre comment mes enfants perçoivent, utilisent, pour ensuite peut-être injecter un peu de relief ou là-dedans, mais en le co-construisant, c'est intéressant, et on le voit dans le domaine de l'éducation aussi. On voit des applications qui fleurissent avec la promesse d'un apprentissage, je sais pas, sur les mathématiques pour des enfants de 14 à 16 ans, avec un programme qui s'adapte en fonction du niveau de l'élève. C'est grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, oui, ils vont vendre cette application-là, mais on peut se dire que les technologies sous-jacentes sont disponibles aussi pour comment on fait de la différenciation, comment on arrive à personnaliser notre enseignement en fonction des différents niveaux et des origines aussi socio-économiques, parce que tout le monde n'a pas à la maison quelqu'un qui connaît ces outils-là, qui peut le faire, et c'est un enjeu démocratique majeur. Tout le monde n'a pas un journaliste qui peut expliquer son travail chez soi. Mais pour ça, il faut que les journalistes eux aussi sachent de quoi ils parlent, en fait. Oui, aussi. Donc c'est de la pédagogie aussi pour les journalistes. Et les journalistes et les profs, évidemment, ont tellement de choses à pouvoir partager ensemble, à co-construire des trucs et des dispositifs. Je crois qu'une table ronde avec des professeurs serait intéressante à réaliser aussi pour justement comparer leur travail avec le travail de demain par rapport à l'IA et le travail du présent également. Merci à tous, merci à toutes. Bonne fin de journée professionnelle. Merci.